Bonjour, alors imaginez un peu, vous êtes face à une montagne de factures d'une énorme entreprise. Comment on fait pour tout vérifier? Mission impossible, vous me direz, et pourtant, c'est le quotidien des auditeurs. Aujourd'hui, on va percer leur secret, l'art de l'échantillonnage. Bonjour et bienvenue à tous. Oui, c'est vraiment la grande question. Comment on peut être certain que les comptes sont justes sans éplucher chaque ligne, chaque transaction? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Oui, c'est exactement ça. Prenons un exemple concret. Des milliers, voire des dizaines de milliers de factures ou de transactions bancaires. C'est juste, c'est pas humainement possible de tout regarder un par un. On y passerait des mois, des années même. Eh bien, c'est justement pour ça qu'on a inventé l'échantillonnage. Ce n'est pas du bricolage, c'est une technique très sérieuse et rigoureuse. L'idée, comme le dit bien la définition, ce n'est pas tout voir, non. C'est de choisir intelligemment une petite partie, ce qu'on appelle l'échantillon, et de l'analyser tellement en profondeur qu'on peut en tirer des conclusions solides sur la totalité de ce qu'on étudie, la fameuse population. Ok, alors, pour qu'on s'y trouve, voilà comment on va avancer. On va d'abord parler du vrai dilemme de l'auditeur. Ensuite, on verra qu'il y a deux grandes manières de faire. Puis, étape cruciale, comment on construit un bon échantillon. On parlera aussi du risque, parce qu'il y en a un. Et enfin, on verra comment on passe de ce petit échantillon à la grande conclusion. Et voilà, on y est. Le cœur du problème. L'auditeur doit donner ce qu'on appelle une assurance raisonnable, c'est-à-dire un avis solide, argumenté, mais sans avoir pu tout vérifier. C'est un vrai jeu d'équilibriste entre être efficace et être certain. Absolument. Et attention, l'échantillonnage, ce n'est pas tirer des paquets au hasard dans un chapeau. L'objectif est très précis. Il s'agit de collecter des preuves concrètes, des faits. Et comme le dit la norme, ces preuves doivent être suffisantes, fiables, pertinentes et utiles. En gros, l'échantillon, c'est notre fondation pour pouvoir dire voilà ce qu'on pense de l'ensemble. Et pour ça, il faut que la fondation soit en béton. D'accord, l'objectif est clair. Mais alors, comment on fait ce choix? Est-ce qu'on prend juste des éléments au pif ou est-ce qu'il y a une vraie science derrière tout ça? C'est une excellente question. Et ça nous amène aux deux grandes écoles, si on veut. D'un côté, on a l'approche statistique. Là, c'est les maths qui parlent. On se base sur les probabilités, on fait des tirages aléatoires pour être sûr que notre échantillon ressemblait bien à l'ensemble. Le gros avantage, c'est qu'on peut calculer le risque et dire je suis sûr à 95% que. De l'autre côté, il y a l'approche non statistique. Là, c'est le jugement de l'auditeur, son expérience qui prime. C'est plus subjectif, bien sûr, et on ne peut pas faire de belles projections chiffrées, mais c'est super utile quand on a une intuition, qu'on veut vérifier un point très précis, rapidement. C'est super clair, mais j'imagine que c'est un choix hyper important. L'un est froidement objectif, l'autre est basé sur l'instinct. Comment un auditeur décide sur le terrain? Allez, aujourd'hui je fais confiance aux maths, ou là je suis mon flair. En fait, le choix va dépendre de plein de choses. Les objectifs, le temps qu'on a, le niveau de risque qu'on est prêt à prendre. Mais que l'on choisisse les maths ou le jugement, il y a une étape qui ne change pas et qui est fondamentale, c'est la construction de l'échantillon lui-même. C'est vraiment la qualité de cette base qui va rendre la conclusion crédible ou pas. Pour que ça tienne la route, on s'appuie sur trois piliers. Le premier, c'est l'objectif. Qu'est-ce qu'on cherche à prouver au juste? Est-ce qu'une procédure est bien suivie? Est-ce qu'un chiffre est correct? Le deuxième pilier, et ça c'est crucial, c'est de définir la population, c'est-à-dire quel est l'ensemble complet de toutes les données. Si on oublie une partie, tout notre raisonnement tombe à l'eau. Et enfin, seulement à la fin, on choisit la méthode de sélection et la taille de l'échantillon qui colle le mieux à notre objectif. Ah oui, je suis assez surpris par toutes les options. Je pensais bêtement au tirage aléatoire simple, un peu comme au loto, mais en fait, c'est toute une panoplie d'outils. C'est bien plus fin que ça, oui. Prenez l'échantillonnage stratifié, par exemple. C'est super malin. Au lieu de piocher au hasard dans un grand sac, on va d'abord faire des petits tas. Par exemple, toutes les factures de moins de 100 euros, celles entre 100 et 1000 et celles de plus de 1000. Ensuite, on pioche un peu dans chaque tas. Ça garantit qu'on n'oublie pas de regarder les grosses transactions, qui sont souvent les plus risquées. Chaque technique a vraiment son but. Ok, tout ça a l'air très bien pensé. Mais j'ai une question qui me taraude depuis le début. Et si, par pure malchance, on tire un échantillon parfait? Je veux dire, on pioche les 20 seules factures qui n'ont aucun problème, alors que les 5000 autres sont truffées d'erreurs. Notre conclusion serait complètement à côté de la plaque, non? Tu mets le doigt sur le concept le plus important. Ce que tu décris là, c'est précisément ce qu'on appelle le risque d'échantillonnage. C'est le risque qui est collé à la méthode. On ne veut pas y échapper. Du moment qu'on ne regarde pas 100% des données, il y aura toujours une chance que notre échantillon nous raconte une histoire un peu différente de la réalité complète. Le but de l'auditeur, ce n'est pas de faire disparaître ce risque, c'est impossible, mais de le mesurer, de le comprendre et de le garder le plus bas possible. Et ce risque, il peut nous faire deux types d'erreurs. La première, le risque d'acceptation incorrecte, c'est vraiment le cauchemar de l'auditeur. C'est quand l'échantillon nous dit tout est en ordre, circulez, il n'y a rien à voir, alors qu'en réalité, il y a un énorme problème. On passe à côté de l'alerte.
La deuxième erreur, c'est le rejet incorrect. Là, c'est l'inverse. On croit avoir un problème là où il n'y en a pas. C'est embêtant, ça fait perdre du temps, mais c'est beaucoup moins grave que de rater un vrai souci. D'accord, je vois bien ce pari calculé. Mais alors concrètement, une fois qu'on a analysé notre petit tas de factures et disons qu'on a trouvé 2 ou 3 erreurs, comment est-ce qu'on passe de ces quelques erreurs-là à une conclusion qui vaut pour les milliers d'autres qu'on n'a pas vues? C'est la dernière étape, et c'est là que tout se joue, l'extrapolation. D'abord, on se penche sur les erreurs qu'on a trouvées. Est-ce que c'est une simple erreur d'inattention ou est-ce que ça révèle un problème de fond dans le système? Ensuite, on projette. C'est un peu un produit en croix. Si j'ai 2% d'erreurs dans mon échantillon de 100, j'estime qu'il y en a sans doute autour de 2% sur la population totale de 5000. Troisième étape, on compare ce chiffre projeté avec un seuil de tolérance qu'on avait fixé au tout début. Si on est en dessous, on peut conclure que c'est acceptable. Si on est au-dessus, alerte rouge, il faut creuser davantage. Et bien sûr, tout ce raisonnement doit être super bien documenté pour être transparent. Cette citation, elle résume tout en fait. C'est une sorte de garde-fou. L'auditeur doit sans arrêt se remettre en question et se demander « Est-ce que mon travail là, mon échantillon, me donne une base raisonnablement solide pour ma conclusion ?» Ce n'est jamais une certitude absolue, c'est une conviction qui doit être défendable. C'est la grande question, pour finir. Et pour être tout à fait honnête, la réponse est non. Un échantillon ne dira jamais toute la vérité. Il y aura toujours cette petite part d'incertitude. Mais il peut en dire suffisamment qu'on puisse bâtir une confiance. Finalement, l'audit, ce n'est pas la quête d'une certitude à 100%, qui est de toute façon inaccessible. C'est plutôt l'art de gérer l'incertitude pour prendre des décisions éclairées. Et c'est peut-être ça la leçon la plus importante. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci à toi.